Quelles sont les erreurs à ne pas commettre quand on se lance en immobilier locatif en 2024 ? Alors cette vidéo elle fait très clickbait, je vous ai pas habitué à ça sur la chaîne, mais je la fais parce que c'est très souvent qu'on me pose la question, quand je suis en rendez-vous ou quoi que ce soit, bah Quentin, quelles sont les erreurs à éviter, est-ce que tu peux me donner des conseils? Aujourd'hui on va regarder ensemble un petit peu les 10 erreurs principales à ne pas faire quand on se lance. Pour certains ça va être une piqûre de rappel, pour d'autres ça va être une découverte. Quoi qu'il arrive, c'est toujours intéressant de savoir. Bon, déjà il faut savoir que l'immobilier locatif est vraiment un produit qui intéresse les Français, puisque fin 2023, il y avait plus de 17% des Français qui envisageaient d'investir en 2024. Voilà, c'est un produit de placement qui a le vent en poupe, il y a eu des évolutions des taux, il y a eu tout ça, mais ça reste quand même une valeur refuge qui est plébiscité par les Français. En première chose, c'est le plus important, c'est de se lancer sans stratégie. Alors investir en règle générale, ça demande donc un minimum de connaissances et de préparation, et la première chose à laquelle vous pouvez être exposé, c'est de vous lancer tête baissée, à l'aveugle, et investir, ça s'improvise pas. En gros, il y a deux choses à bien distinguer. D'abord, il y a la stratégie fiscale, et ensuite il y a la stratégie concrète, c'est-à-dire quel type de bien vous allez acheter, comment vous allez louer, est-ce que vous allez le rénover, est-ce que voilà, c'est tout genre de questions. Donc la première sur la stratégie fiscale, on a fait tellement de vidéos sur la chaîne que je vous invite à toutes les regarder pour bien justement apprendre et comprendre. Vous verrez que globalement, pour la majorité des personnes, ça va être plutôt d'acheter en nom propre et d'éviter les sociétés à l'IS, en tout cas pour monsieur, madame, tout le monde. Et ensuite, ça va être aussi de plutôt faire du déficit foncier dans un premier temps si vous avez beaucoup de travaux, donc de la location nue avec déficit, même si vous avez d'ailleurs beaucoup de travaux et que vous achetez un bien, ou que vous n'avez pas de travaux, vous pouvez faire donc de la location meublée au régime réel pour, on va dire, la majorité des personnes. C'est comme ça que vous pouvez optimiser, et puis c'est comme ça que je résumerai le truc de manière très simple. Après voilà, il y a des dizaines d'heures de formation sur la chaîne, regardez-les, vous comprendrez bien mieux en détail. Ensuite, l'investissement, il faut bien savoir ce que vous achetez. Donc dans quelle ville, faut connaître les fameuses notions de rendement, donc j'en ai parlé plein de fois. La notion de rendement brut, c'est-à-dire combien me rapporte à l'année mon investissement pour combien investi. Le rendement net qui est très important puisqu'il correspond du coup à vos revenus après charge versus ce que vous avez investi. Et le rendement net, donc ça c'est ce qui vous reste après charge et après impôt versus ce que vous avez investi. Donc on peut très facilement, comme j'ai déjà démontré, passer d'un très beau rendement brut à un très mauvais rendement net si on ne maîtrise pas son investissement. Et ensuite bien sûr il y aura l'emplacement, la typologie de bien que vous allez acheter, la ville que vous allez choisir, la décoration que vous allez faire. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, donc il faut bien savoir ce qu'on fait avant de se lancer. Pas céder à ses émotions. Je dirais que c'est une des choses les plus importantes, puisqu'on peut vite paniquer quand on est dans l'immobilier, ou vite se décourager quand on est au début, qu'on n'a pas forcément d'artisans partenaires, qu'on recherche des biens mais on sait pas trop comment chiffrer les loyers, comment estimer les travaux, comment... En fait on sait pas, on tâtonne, donc ça c'est tout à fait normal à ne passer par là. Dites-vous que vous serez jamais expert avant plusieurs années et avant d'avoir fait plusieurs projets, et même d'ailleurs en faisant des projets on en découvre tous les jours, donc faut pas céder à ses émotions sur le plan panique, et il faut pas non plus céder à ses émotions sur le plan affectif. Bien sûr que les logements que vous allez voir qui sont super beaux, idéalement placés en centre-ville, etc., sont souvent plus chers, et donc c'est aussi souvent des logements où il y a des moins bons rendements, donc il faut trouver le bon équilibre. En 3, je dirais que pour un investisseur qui veut faire de l'investissement locatif avec des bons rendements, se constituer un grand patrimoine à terme, etc., il faut éviter d'acheter du neuf. Pourquoi ? Tout simplement parce que le neuf est relativement cher, on a le coût des matériaux récents, on a le fait qu'on achète des terrains dans des zones qui sont déjà tendues, donc des prix d'achat plus chers, etc. Tout ça, ça a un coût, et ça fait que souvent vous achetez beaucoup plus cher que ce que vous pourriez trouver dans l'ancien à rénover, avec des logements qui sont souvent plus haut de gamme, qui ont des meilleures performances énergétiques, etc. Je dis pas qu'il n'y a pas d'avantage, mais le rendement est souvent beaucoup moins bon sur le neuf. Donc s'il y a un moins bon rendement, ça veut dire qu'il y a souvent plus d'efforts d'épargne, et donc à terme va constituer une stratégie qui n'est pas forcément gagnante, ou en tout cas qui peut vite vous bloquer si jamais vous faites que d'acheter du neuf. En 4, je dirais que l'erreur à ne pas faire, c'est sous-estimer le coût des travaux. J'ai des clients qui débutent, soit ils voient le double des travaux de ce qu'il y a vraiment besoin, soit d'autres voient la moitié moins que ce qu'il faudrait. Donc dans les deux cas, c'est problématique. En fait, quand vous faites des travaux, au début, vous n'allez pas savoir. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire intervenir plusieurs entreprises. On en a déjà parlé, moi le conseil que je donne, c'est de ne pas prendre des artisans individuel, sauf bien sûr si c'est pour un petit chantier ou des petites finitions, mais globalement si vous avez plusieurs appartements ou des immeubles à faire rénover, évidemment ne prenez pas une équipe de 2 ou 3 personnes. Souvent ils vont dépasser les délais, ou alors ça va être moins cher, mais par contre ça risque peut-être d'y avoir des soucis, peut-être qu'ils seront pas forcément assurés sur tous les corps de décennales, enfin voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Essayez de trouver des entreprises qui sont tout corps d'état, et évitez dans la mesure du possible peut-être de passer par des courtiers en travaux qui vont prendre un pourcentage du prix, ou des sociétés de maîtrise d'œuvre qui, ok, ont une vraie valeur ajoutée parce que
vous avez vraiment une couverture et puis vous avez vraiment quelqu'un qui veille sur votre chantier, quelqu'un qui fait quelque chose de carré. Par contre, ça a un coût qui est fort. Donc le mieux, c'est de trouver une entreprise qui est capable de gérer tout votre chantier, mais que vous pouvez mandater en direct. Ça, c'est l'idéal. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous ne connaissez peut-être pas encore nos services, on propose chez Anieri Investissement, vous pouvez retrouver d'ailleurs le lien dans la description, des services d'investissement clé en main où on gère la recherche de biens immobiliers, la rénovation avec notre entreprise partenaire, l'ameublement, le DPE, la fiscalité, etc. Donc on propose vraiment des services clés en main, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller découvrir ce qu'on fait sur le site anier-investissement.fr. La cinquième erreur que font beaucoup de débutants, c'est d'oublier des coûts cachés. En termes de coûts cachés, il peut y avoir tout simplement des frais de notaire qui sont mal calculés, il peut y avoir des charges de copro qui sont plus importantes que prévues, il peut y avoir le fait que quand vous faites du meublé, vous avez une CFE qui représente en général quelques centaines d'euros à l'année, que si vous faites du Airbnb, il y a une taxe d'habitation, ça peut être le fait qu'après les travaux, il faut faire venir un diagnostiqueur, c'est 180 € de DPE, ça peut être des choses comme ça, qui font que vous avez peut-être pas forcément une connaissance au début, et puis que ça peut vite taper dans votre budget, ou vite, en tout cas, dégrader un petit peu la rentabilité prévisionnelle. Donc c'est des choses à savoir. En numéro 6, l'erreur à ne pas faire, c'est de ne pas se renseigner sur le marché local. Vraiment, les zones d'investissement où vous allez investir sont primordiales, puisqu'il faut réussir à trouver un équilibre entre des villes qui ne sont pas trop chères, donc c'est-à-dire pas avec des rendements bruts, nets et net qui sont pourris, mais en même temps, il ne faut pas trouver des villes qui sont trop rurales, où vous allez avoir sur le papier des très bons rendements bruts, nets et net, mais où la demande sera faible et que vous pouvez avoir des longues périodes de vide locatif. Et c'est tout là l'enjeu, c'est d'essayer de trouver ces zones d'équilibre où vous arrivez à faire des bons projets qui sont bien remplis, mais où vous avez une bonne rentabilité. Alors, on a déjà fait quelques vidéos sur les zones de France, etc. Nous, notre zone de prédilection, c'est vraiment la partie Nord-Franche-Comté, Belfort, Montbéliard et le côté frontière suisse uniquement dans ce secteur, donc c'est vraiment un petit périmètre. Bien évidemment, il existe d'autres zones en France qui sont très intéressantes, simplement, j'aurais pas la prétention de dire que je les connais parce que je les connais pas, je sais juste que moi qui habite donc à Chambéry, tout autour de chez moi c'est très compliqué, la Haute-Savoie c'est trop cher, Lyon c'est trop cher, Grenoble c'est trop cher, voilà, donc du coup c'est pas évident, mais qu'importe où vous habitiez, il faut que vous arriviez à trouver chez vous un petit peu cette zone pépite, où il y a de l'emploi, où ça bouge, mais en même temps que les prix ne sont pas hauts parce que c'est pas touristique. Globalement, c'est assez bien résumé, mais c'est ça. Donc connaissez bien le marché local, essayez de connaître les quartiers où ça se loue facilement, les quartiers où ça se vend bien, évitez tout ce qui est évidemment zone tendue de style, par exemple, ça peut être certaines cités ou qui peuvent être mal fréquentées ou ce genre de choses, tout simplement parce que même si des fois vous avez l'impression d'avoir des bons rendements bruts, la revente est difficile. Pareil, si vous allez sur des zones qui sont ultra fréquentées, vous aurez des prix d'achat élevés, donc un mauvais rendement, mais vous pourrez revendre facilement. Vous voyez, c'est toujours pareil, cette notion d'équilibre à trouver. En septième position, l'erreur à ne pas faire, c'est d'utiliser tout son apport dans un projet. Alors, ça peut être très bien d'utiliser son apport dans un projet, tout simplement déjà pour avoir un financement, parce qu'il vaut mieux mettre 5-10 000 € d'apport que de pas faire de projet du tout. Ensuite, ça peut être très bien d'utiliser son apport si vous voulez placer de l'argent. Par exemple, quelqu'un qui a un projet à 100 000 € et qui dit moi je mets 50 000 d'apport, ça peut être une très bonne stratégie puisque du coup il n'emprunte que 50 000, donc il a une petite mensualité, et ces 50 000 qui tournent à par exemple 8% brut et donc admettons 6% net, et bien du coup c'est 50 000 € placés qui tournent à 6% net, donc c'est pas rien, et puis ça lui permet d'avoir plus de cash flow et donc plus de capacité d'emprunt et pouvoir du coup réinvestir plus. Vous voyez, donc c'est pareil, c'est un équilibre à trouver en fonction de votre stratégie. Moi, la technique que j'applique à titre personnel, c'est que j'ai de l'épargne de côté. Par contre, à chaque fois que je fais un projet, en fait, je surfinance le devis des travaux pour dire voilà, en fait mon projet me coûte, je dis une bêtise, 100 000 €, je vais faire une demande à la banque à 115 000, ils vont me dire ok, donc vous mettez 5 000 d'apport, et du coup je finance 110 000 € alors que j'ai besoin que de 100 000, et du coup je récupère les 10 000 € en trop pour soit les réépargner, soit les réinvestir dans un autre projet, et en faisant ça, ça me fait gonfler mon épargne encore plus que ce que j'épargne déjà avec mon travail, et du coup ça me fait un meilleur profil patrimonial, et comme j'investis dans l'immobilier qui est à haut rendement, le fait de faire un crédit plus gros est quand même malgré tout financé par mon investissement de base, vous voyez. Donc c'est vraiment, j'étale en fait de l'argent que j'obtiens maintenant sur une durée longue, payé par des locataires, alors que j'utilise cet argent à bon escient tout de suite. Je vais l'emprunter aujourd'hui à 3,80%, mais je vais le placer à 8% brut. Donc je suis largement gagnant. Et en plus, ça valorise mon profil auprès des banques. Ça me permet aussi, alors ça c'est moi parce que je suis chef d'entreprise, mais d'investir plus dans ma société ou dans divers projets à côté, qui elles ont des rendements, ultra exponentiels, parfois à plus de 100% de rendement brut, et ce genre de choses. Donc c'est une vraie stratégie à construire en fonction de votre situation, de vos attentes, etc. En 8e place, l'erreur à ne pas faire, c'est de vouloir trop faire et de ne rien déléguer, ou alors au contraire de vouloir rien faire et trop déléguer. En gros, vous allez me dire que je vous saoule avec cette notion d'équilibre et de balance, mais c'est toujours vrai. Si vous voulez tout faire, vous voulez faire les travaux vous-même, vous voulez faire l'annonce vous-même, vous voulez faire la conciergerie si vous faites du Airbnb vous-même, etc. Si vous avez le temps et les connaissances, tant mieux,
Mais globalement, déjà il faut se poser la question, si vous êtes tout seul à faire des travaux sur un appartement de 80 mètres carrés, est-ce que vous n'allez pas mettre genre 1 an ou 1 an et demi? Donc au final, c'est un manque à gagner de loyer, et est-ce qu'il aurait pas été finalement préférable de prendre une boîte qui l'aurait fait en 3 mois et puis louer pendant ce temps? Je sais pas, c'est à vous de me dire en fonction des calculs. Est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi que ce soit mal fait? Ça va dépendre de vos connaissances et puis de ce que vous savez faire. Et après, des fois c'est bien aussi de savoir déléguer, tout simplement parce qu'en déléguant, on s'adresse à des professionnels, on se soulage l'esprit, et ça nous permet d'avoir plus de temps libre pour se consacrer à d'autres projets qui peuvent être peut-être plus rentables au final. Vous voyez le chef d'entreprise au final qui délègue totalement son investissement locatif, mais à côté de ça, il monte des boîtes ou il développe des boîtes qui vont se valoriser beaucoup plus vite, il a raison de déléguer. Celui par contre qui ne fait rien, qui est en retraite, au chômage de longue durée ou je ne sais quoi, autant utiliser son temps libre alors pour effectivement faire les visites lui-même ou faire quelques travaux ou faire de la peinture lui-même. Voilà, c'est toujours une question de rendement de temps versus la valeur que vous ajoutez à produit ou service que vous détenez. Et si au contraire vous voulez rien faire et que vous déléguez trop, oui vous allez avoir certainement dans la plupart des cas des produits bien finis, bien faits, vous allez être 100% tranquille, mais votre rendement va en prendre un sérieux coup, et s'octroyer un confort pareil, ça a un prix. En 9e position, l'une des erreurs que vous pourriez faire, ce serait d'acheter un appartement qui est déjà loué en location nue et qui ne nécessite pas de travaux. En gros, je m'explique, si vous achetez en nom propre, parce que si vous êtes en société, on s'en fiche, comme l'amortissement se pratique aussi bien sur du nu que sur du meublé, mais si vous êtes en nom propre, ou en société à l'IR, donc à l'impôt sur le revenu, et que vous achetez un appartement qui est déjà loué par un locataire qui est en location nue, vous n'allez pas pouvoir créer du déficit, sauf peut-être la première année parce que vous avez les frais de dossier, les frais de garantie, les frais de courtage, etc. Mais ça va être très vite épuisé, et du coup, tant que le locataire est en place, vous ne pourrez pas défiscaliser parce que pas de travaux à faire. Donc si vous achetez un appartement qui est déjà loué, vous pouvez très bien se dire ok, j'ai mes loyers, j'enlève mes charges d'exploitation, j'enlève mes charges financières, et puis le reste, c'est pour ma pomme. Et du coup, ce montant est soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Et si votre locataire ne veut pas partir pendant longtemps, vous pouvez très bien rester des années comme ça, et donc ça va tuer votre rendement. Donc attention aux logements qui sont déjà loués en nu. Si par contre le logement est déjà loué en location meublée, là vous pouvez toujours profiter du LMNP au régime réel, donc aucun souci, vous pouvez y aller, je vais pas dire les yeux fermés, mais presque quoi. En tout cas vous serez pas embêté pour la partie fiscalité. Et pour finir, en 10e place, je réinsiste dessus mais c'est très important de clôturer, ce serait vraiment l'erreur de négliger la fiscalité, parce qu'en France vous pouvez très bien vous retrouver à payer des choses absolument exorbitantes en termes d'impôts. Si on prend la taxe foncière, la taxe d'habitation, la CFE, l'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux, voire même dans certains cas les cotisations sociales des indépendants et tout ça, ça peut vite être un fardeau. Et donc si vous négligez la fiscalité, vous pouvez très bien, sur le long terme, perdre la moitié de ce que vous auriez dû gagner en temps normal. Donc c'est vraiment très important. Encore une fois, c'est pas pour faire de la pub, mais je vous invite à regarder mes autres vidéos sur la chaîne. Vous devriez déjà, à la fin, avoir l'esprit un petit peu plus éclairé, un petit peu plus avisé. Et puis après, c'est à déterminer votre stratégie selon ce que vous voulez faire vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur ces erreurs à ne pas faire. N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, de la liker, vous abonner. Vous pouvez me dire aussi en commentaire ce que vous en pensez, ou si vous avez des choses à ajouter, ou des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.